Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour votre journal. Voici les titres de ce lundi 12 novembre. Les recherches se poursuivent à Barjac, dans le Gard, pour retrouver Chloé. L'adolescente de 15 ans a disparu depuis vendredi soir. Forces de l'ordre et habitants du village sont mobilisés. Les patrons des petites et moyennes entreprises de Montpellier Agglomération ne décolèrent pas. La cotisation foncière des entreprises a littéralement explosé en un an. Et puis coup dur pour Quito de Pavant, engagé dans le Vendée Globe, le navigateur du Gros du Roi a percuté un chalutier cette nuit et doit abandonner la course en solitaire. Une centaine de personnes, gendarmes et bénévoles, ont repris les recherches à Barjac dans le Gard ce matin. Depuis vendredi, Chloé, 15 ans, a disparu. Samedi déjà, ils étaient 250, amis, familles et habitants de la commune à quadriller le secteur. Des recherches coordonnées par les gendarmes du Gard qui ont reçu des renforts aujourd'hui. Reportage Elsa Gonzalez et Olivier Michel. Aujourd'hui, plus d'une soixantaine de militaires de l'escadron de Digne ont rejoint les 50 gendarmes du département déjà sur place. Mission du jour, ratisser en profondeur la ville de Barjac et ses environs. Une cellule d'investigation a aussi été mise en place. Mais pour le moment, aucune piste n'est privilégiée. Le mystère reste entier. Vraisemblablement, elle n'est pas dans les parages. Les recherches d'aujourd'hui nous le confirmeront. Mais pour l'instant, nous ne fermons aucune porte. Toutes les pistes restent ouvertes, à la fois la fugue, à la fois la piste criminelle. Nous sommes actuellement toujours en phase d'investigation. Au magasin de la famille, tout le monde se mobilise. On part vers le Rieux ici. Alors ce matin, on a fait cette région et là, on va aller par là. Carte en main, chaque groupe sillonne une zone géographique et essaye de quadriller un maximum de secteurs. La famille, sous choc, préfère croire à une fugue. Elle peut revenir, même si elle est partie, même si ça a pris une ampleur que malheureusement elle n'aurait peut-être pas pensé ou qu'elle n'a peut-être pas maîtrisé. C'est pas grave. Je veux dire, on est là, on est tous là, c'est pour une raison, la retrouver. Pour les amis, cette hypothèse est à exclure. Elle est responsable et elle est mature. Franchement, elle est hyper mature et je sais pas comment expliquer, mais elle serait jamais partie d'elle-même, ça c'est sûr. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Alès à titre de disparition inquiétante. Et si vous pensez avoir aperçu la jeune fille ou avez un quelconque élément à apporter à l'enquête, vous pouvez contacter la gendarmerie de Barjac au 04 66 24 50 27. La conduite sous l'emprise de cannabis en cause dans l'accident qui a coûté la vie à un bébé de 7 mois samedi à Pérol. La collision s'est produite dans l'après-midi à hauteur du parc des expositions. Le jeune couple de parents circulait en voiture sur l'avenue de la Mer quand un second véhicule les a percutés par l'arrière. Le choc a projeté le bébé contre le siège conducteur. Hospitalisé au CHU La Péronie, l'enfant âgé de 7 mois est mort des suites de ses blessures dans la soirée. L'automobiliste responsable de l'accident est un jeune gardois de 19 ans. Il conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Écoutez. Le malheur veut qu'il se soit assoupi, dit-il, et il a été réveillé par un choc très violent quand il a percuté le coffre du véhicule qui le précédait. Le coffre est enfoncé sur 50 cm quand même. Donc le choc a été très violent. Il reconnaît rouler à une vitesse autorisée qui était de 90 km/h. Donc il a percuté sans freiner ce véhicule qui le précédait, commettant ainsi, bien sûr, une contravention de défaut de maîtrise. Il a reconnu avoir, depuis plusieurs mois, une consommation quotidienne de 1 ou 2 joints par jour. Ce jeune homme s'est couché la veille à 3 h du matin et a reconnu avoir consommé durant la soirée 2 joints. Le jeune automobiliste a été mis en examen pour homicide par imprudence avec circonstances aggravantes et libéré sous contrôle judiciaire. Il encourt 7 ans de réclusion criminelle. La colère des entrepreneurs de l'agglomération de Montpellier. Depuis la fin de la semaine dernière, ils découvrent avec stupeur le montant de la cotisation foncière des entreprises en très nette hausse. Les plus touchés par cette forte augmentation sont les patrons des petites et moyennes entreprises, notamment les commerçants qui en appellent aux élus de l'agglomération. Les détails avec Olivier Roiran. Personne ne l'avait vu venir et pourtant l'agglo de Montpellier l'avait décidé il y a un peu plus d'1 an, une augmentation de la base d'imposition de la CFE, cotisation foncière des entreprises, la remplaçante de la taxe professionnelle. Pour le patron de ce café, par exemple, la note est plutôt salée, 8 000 €, c'est 4 fois plus que l'an dernier. Je pensais que c'était une erreur, puisque bon, j'ai tout de suite appelé le comptable pour lui demander... Donc il m'a dit qu'il allait quand même regarder et demander si c'était normal qu'il y ait une augmentation aussi importante. Mais c'est vrai que bon, c'est énorme, c'est énorme. Pour un petit étal derrière les sacs donc, du marché,
je paye 2 983 €, c'est-à-dire 3 000 €. Alors, soi-disant que le coefficient multiplicateur, pour faire ces calculs, on est au même niveau qu'aux Champs-Élysées à Paris. Une comparaison dont se serait bien passé les petits patrons mécontents. Une hausse de la CFE, ils s'y attendaient, ils l'auraient même acceptée si elle avait été modérée. On peut comprendre qu'on nous augmente les taxes professionnelles de 10 voire 15%, malgré la conjoncture économique, malgré la crise que nous connaissons, mais pas au-delà. Et la polémique enfle sur fond de guéguerre politique. Certains rappellent les dépenses de l'agglo engendrées par le lancement de la marque Montpellier Unlimited. Des critiques qui vont même beaucoup plus loin. Le président m'a avoué qu'il ne savait pas, au moment où ils ont pris la décision de choisir la fourchette optimale de 2030 comme assiette de calcul, il ne savait pas quelles conséquences ça allait avoir pour les entreprises. Donc ça me fait doucement sourire parce que c'est de l'incompétence et de l'irresponsabilité, quoi. Face à l'émotion des petits patrons, Montpellier Agglomération a demandé quelques jours pour trouver une solution. Les professionnels ont jusqu'au 17 décembre pour payer leurs taxes. Un nouveau plan social menace l'usine Jalat dans le Gard. On vous l'annonçait la semaine dernière. Le fabricant de chaussures de sécurité projette la suppression de 58 emplois sur le site de Saint-Hippolyte-du-Fort. Sur les 5 dernières années, le groupe aurait perdu 63 millions d'euros. Une annonce qui intervient 4 ans après la mise en œuvre d'un premier plan social. Et ce matin, la direction de JAL Group a rencontré le comité d'entreprise. Les salariés peu convaincus à l'issue de cette rencontre. Écoutez. C'est très décevant. Il faut quand même qu'on ait des gens qui nous secondent et qui puissent nous aider à l'élaboration d'une note d'étape pour voir si vraiment c'est une situation économique qui permet de licencier 58 personnes ici chez nous, donc on ne l'a pas encore prouvé, et voir que les propositions qu'ils nous proposent après le licenciement de 58 personnes, s'il y en a, si c'est viable. On est des pions, donc on va revivre ce que certains ont vécu il y a 5 ans et puis on sera au dernier moment, voilà. Ils ne veulent pas que leur liaison ferroviaire disparaisse. Samedi après-midi en gare de Nîmes, ils étaient 300 à manifester contre la suppression de la ligne Nîmes-Marseille assurée par le Cévenol. Usagers mais aussi élus et cheminots, ils craignent que cette liaison historique actuellement interrompue pour maintenance ne soit définitivement supprimée. Des explications, Olivier Michel. Usagers, cheminots et élus, ils étaient samedi 300 à manifester contre la suppression de la liaison Nîmes-Marseille du Cévenol. Créé en 1955, ce train reliait Marseille à Paris via le Massif central. En 2007, il s'est arrêté à Clermont-Ferrand et aujourd'hui, les usagers craignent de le voir devenir un train régional. Il s'avère qu'aujourd'hui, le fait de raccourcir le service, évidemment, dessert de moins en moins les territoires. Et on a surtout de grosses inquiétudes parce qu'on se rend compte que dans la partie nord actuelle de ce trajet-là aussi, au-delà d'Alès, entre Alès et Clermont-Ferrand, il y a d'énormes difficultés avec des arrêts sans cesse du service pour des raisons de maintenance, etc. On craint qu'à terme, finalement, le terminus ne finisse par être peut-être à l'est. Et surtout, on craint que le Cévenol ne soit déclassé d'un train national qu'il est aujourd'hui en train express régional par la suite. Un train pourtant classé par convention entre État et SNCF depuis décembre 2010, train d'équilibre du territoire. Une convention censée garantir l'avenir de 40 liaisons en France. Pour toute la région des Cévennes, pour le sud de la Haute-Loire, pour la Lozère, pour le nord du Gard, c'est la seule voie infrastructure moderne qui permet de désenclaver ces territoires. Donc c'est un véritable sujet, au-delà du transport, un véritable sujet d'aménagement du territoire. Une délégation a été reçue par le préfet du Gard, auquel elle a remis une motion adressée à Frédéric Cuvillier, ministre délégué en charge des transports. François Fillon était à la Grande Motte samedi après 48 heures d'interruption suite à une brève hospitalisation. L'ex-premier ministre de Nicolas Sarkozy poursuit sa campagne pour la présidence de l'UMP. Le 18 novembre, les militants du parti devront choisir entre François Fillon et Jean-François Copé. Mais devant les 700 personnes qui ont assisté à la réunion publique de samedi au Pasimo, pas de division mais bien une cible unique, le président Hollande. Écoutez. J'essaye de proposer un projet qui est un projet qui ne s'adresse pas plus à ceux qui sont très à droite qu'à ceux qui sont au centre, mais qui rassemble. Et je pense que c'est aujourd'hui la seule solution pour permettre à notre pays de relever les défis qui sont les siens.
le 19 au matin, quel que soit celui qui sera élu, eh bien les autres se rangeront derrière lui. Et effectivement, chacun, en fonction du vainqueur, sera appelé peut-être à occuper des responsabilités nouvelles. Mais tout cela, nous le verrons à l'issue du 19 novembre. Mais en attendant, je crois que c'est l'unité de notre formation politique que nous devons préserver. Un baiser pour défendre l'homoparentalité. Une vingtaine de couples homosexuels étaient rassemblés samedi place de la Comédie à Montpellier pour faire entendre la voix des parents et futurs parents gays et lesbiens. S'ils saluent le projet de loi adopté en Conseil des ministres la semaine dernière sur le mariage pour tous, ils estiment qu'il faut aller plus loin que le simple droit à l'adoption. Écoutez. Il faut vraiment aller plus loin. C'est un projet de loi qui est un premier pas, mais il faut considérer que nous, à l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens, APGL, on demande en fait à ce que nos députés, qui vont évidemment être saisis de la question de ce projet de loi, puissent déposer des amendements et modifier la loi pour qu'elle aille plus loin. Par exemple, effectivement, la procréation médicalement assistée ouverte aux couples donc de lesbiennes, qu'elles soient mariées ou non mariées. Tout le monde sait aujourd'hui qu'en France, des femmes homosexuelles prennent le Talgo, le Thalys en Espagne ou à Bruxelles pour avoir accès à la PMA et reviennent en France et vivent en couple et élèvent un enfant. Et si cette personne, cette mère dite juridique et biologique décède, qu'advient-il du compagnon? Donc arrêtons la politique de l'autruche, tant pour la PMA que pour l'adoption. Il faut légiférer sereinement, sans pour autant, moi je ne demande pas aux gens de faire acte de contrition morale, je demande aux gens de regarder la réalité de notre société telle qu'elle est. La loi sur le mariage pour tous doit être discutée à l'Assemblée nationale début 2013. Cuteau de Pavant abandonne. Engagé dans le Vendée Globe, le voilier du navigateur a été heurté par un chalutier cette nuit au large du Portugal. La compétition interdisant aux participants de recourir à la moindre assistance, Cuteau de Pavant doit renoncer à la course en solitaire. Écoutez. Le Vendée Globe 2012, il s'arrête. Pour moi, pour Groupel et pour tous les gens qui me suivaient sur cette aventure, l'accident bête, trop bête. Je suis désolé. Et dans le reste de l'actualité sportive, le match nul des footballeurs montpelliérains face au PSG. Le MHSC mené au score par Paris à la fin de la première mi-temps et c'est Cabella qui égalise à la 60e minute. Score final 1-1 hier soir à la Mosson. Et puis match nul également pour les handballeurs montpelliérains en déplacement à Célestat hier. Le match s'est achevé sur le score de 30-30. Lourde défaite en revanche pour les rugbymen montpelliérains. Samedi, le MHR s'est incliné 27-9 à Toulouse. Et puis à Nîmes, la 18e Coupe du Monde de squash féminin par équipe a démarré aujourd'hui. Durant toute la semaine, 130 joueuses issues de 26 nations vont donc s'opposer dans ces 3 cours vitrés. Et pour cette première journée de compétition, les Bleus sont opposés aux Pays-Bas et c'est la Française Camille Serme qui s'est imposée dans le premier match. Retour à l'actualité internationale en bref et en images. À présent, c'est Le Monde en 120 secondes. Tandis que les combats continuent en Syrie, l'opposition à Bachar el-Assad s'est réunie ce dimanche au Qatar. Objectif, signer un accord afin de créer une coalition forte et unie pour accélérer la chute du régime en place. Nous avons laissé derrière nous des élections truquées, une dictature et un manque de respect envers le peuple, pour parvenir à des prises de décision démocratiques. La priorité, c'est de stopper les événements sanglants et les destructions que le peuple syrien endure. Depuis le début de la crise en mars 2011, l'on dénombre plus de 37 000 morts en Syrie dans ce conflit opposant le peuple au régime. 2 séismes ont frappé la Birmanie ce dimanche, faisant au moins 13 morts et une cinquantaine de blessés. Des tremblements de terre géographiquement très proches ayant aussi provoqué de lourds dégâts matériels à proximité de l'épicentre. Bonne nouvelle pour l'espèce du thon rouge, prisé pour sa chair mais menacée pour cause de surpêche. Les 48 pays chargés de gérer son exploitation vont prochainement devoir décider des quotas de capture. Ces derniers ont remarqué un apparent rétablissement de la population des thonidés qui suscite l'optimisme, même si la prudence est de mise. C'est tout pour ce soir. Passez une très belle soirée sur TV Sud. À demain.